Donc je rappelle le live, si vous pouvez partager le live. C'est au sujet du terme gauchiste. Qu'est-ce que bah, je me suis renseigné hein, sur sur ce terme, donc je peux expliquer ce qui en retourne. Mais ce qui m'intéresse plus, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, d'essayer de voir si si ça a une réalité, politique ou pas. Est-ce que c'est juste une insulte? Donc les insultes en général, elles sont pas fondées, hein. Je rappelle, une insulte, c'est pas fondé, en général. En général. Et puis dans une insulte, il y a aussi le ton des mots qui sont employés. Ça va faire plaisir et ça va faire jaser sûrement. Mais c'est c'est bien d'expliquer les choses telles qu'elles sont et de dire les choses telles qu'elles sont, puisque ça amuse certaines personnes de ce genre de. Moi, je vais vous dire, tout ça m'intéresse pas du tout. Tous ces débats-là ne m'intéressent pas du tout. C'est juste parce que je suis rationnel, je suis quelqu'un de rationnel, je suis quelqu'un qui réfléchit, que m'a été posée cette question, m'a été posée cette réflexion, et c'est par pur goût de l'intellectualité que je pense à ça. Et sinon, j'en ai rien à faire. Que ce soit bien clair. Je fais pas ça parce que je suis de droite, ou parce que je milite pour la droite, ou je milite pour la gauche. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Mais le fond du sujet ne m'intéresse pas beaucoup. Et s'il faut être ceci ou cela, ça ne m'intéresse pas du tout. Est-ce que ça a une importance? Est-ce que ça témoigne d'une réalité politique? Ou est-ce que c'est juste une insulte gratuite? Donc pour moi c'est clairement, pour moi ça a vraiment un sens. Ça a vraiment du sens. Et c'est vraiment c'est- il faut, c'est un terme qui se justifie. Alors en tant qu'insulte, non. Aucune insulte n'est justifiée, hein. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'apporter des arguments et de parler de la réalité des choses. Donc, si c'est juste, moi, j'aimerais bien qu'on parle d'extrême droite, d'extrême gauche, mais bizarrement, gauchiste, gauchiste a plus de sens. Euh, mais alors, originellement, gauchiste n'était pas péjoratif, hein. Et gauchiste avait un, le terme gauchiste avait vraiment une définition opératoire et une vraie justification. Il avait un vrai sens au-delà du péjoratif. Le terme gauchiste avait un vrai sens. Ce terme, en fait, gauchiste est apparu sous Trotsky. Donc c'était Trotsky, donc en Russie, hein. Ça vient de là, le mot gauchiste, qui vient gauchiste. Si on veut dire une banalité gauchiste, c'est quelqu'un qui défend le gauchisme. Et quand on dit ça, on n'a rien dit puisqu'on n'a pas défini ce que c'était le gauchisme. Et gauchisme, c'est euh, une, euh, une tendance, pas une tendance, une réalité politique, je sais pas comment dire ça. Une réalité politique qui est classée dans la gauche. 2 secondes, je reviens tout de suite. Donc gauchisme, originellement, alors Trotsky, c'était à l'époque de Trotsky, j'ai fait mes recherches, hein. C'était Trotsky qui l'a employé au départ, et après, ça n'avait pas de connotation péjorative. Et effectivement, c'était une partie de la gauche. Alors, ce qui est souvent, souvent ce qui n'est pas dit, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi on parle de gauche. Euh, Pourquoi on parle de gauche? Bah, à l'origine, vous le savez sans doute, ça vient de la Révolution. De quelle révolution? Eh ben, de la révolution du pays dans lequel on se trouve, normalement, enfin en majorité, c'est-à-dire la France, la Révolution française.
Ça vient de 1789, où il y avait la gauche qui était qui était contre la monarchie, et à droite de l'hémicycle, il y avait les personnes qui étaient pour le maintien de la monarchie. Donc gauche et droite, ça vient du français, hein. C'est du français, gauche-droite, tout simplement. Et donc c'est cette, c'est ça, au niveau du sens spatial. Donc c'est un concept spatial, donc la gauche, donc dans l'espace, hein. Vous avez votre gauche et vous avez votre droite. Et bien ça vient de l'hémicycle, des zones spatiales de gauche et droite de l'hémicycle. Au centre, il y avait, si vous voulez, le président de l'hémicycle, si vous voulez, et puis à gauche et à droite, les deux parties qui s'affrontent. Et donc on a gardé ce terme de gauche-droite pour classifier euh, les oppositions, on va dire, universelles de la politique. Alors, universel, je dis universel parce que c'est ce qu'on pense. Donc je dis ça, mais je ne le pense pas moi personnellement. Je ne pense pas que ce soit une classification qui soit universelle. Mais elle est devenue universelle à partir de la révolution de 1789 en France. Donc c'est merci à la France, on peut dire merci à la France qui a donné en héritage cette dichotomie pour le bon et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire, euh, au monde entier en fait. Parce qu'en fait, à l'époque, en 1789, la Révolution française était scrutée par tous les pays du monde, avec la Déclaration des droits de l'homme, hein, de 1789, qui a donné plus tard à la Déclaration universelle. Donc c'était la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, c'est devenu. Et après, il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc la France, si vous voulez, la Révolution française a servi de modèle euh, en 1789 à déjà à toute l'Europe. Donc les concepts de gauche et de droite se sont répandus en Angleterre, en Allemagne, jusqu'en Russie. Et puis il y a eu des théoriciens de la politique qui ont repris ces termes. Et c'est devenu une sorte de convention, une sorte de paradigme universitaire, comme je disais, pour le meilleur ou pour le pire. Je vous laisse le choix de décider ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est pas pour le meilleur. Je pense que c'est dépassé, mais en tout cas, ça a le mérite d'avoir trouvé de la pertinence un peu partout dans le monde. Alors, ce qu'on a tendance, je pense, un peu à sous-estimer, c'est les relations. En fait, on a l'impression aujourd'hui que nous sommes tous reliés par Internet et que la mondialisation, ça date, c'est quelque chose de enfin, pas la mondialisation, mais le fait d'être en interaction avec des cultures autres, des cultures étrangères, on a l'impression que c'est contemporain. Et en fait, pas du tout. En 1789, bah déjà les pays avaient moins d'identité. Donc il y avait des alliances entre les rois des différentes nations. Vous savez, hein, sûrement. Euh, il y avait une reine, la reine d'Angleterre qui était française, donc il y avait des mariages par alliance pour faire des empires, etc. Donc le côté international que l'on a aujourd'hui, bah, il existait aussi il y a plusieurs siècles, en 1789, il existait aussi. Et, euh, et il existait déjà aussi, et c'est ce qui a permis à certains concepts, notamment des concepts politiques, à se, à s'étendre, à se transmettre, à se propager, voilà, à se propager dans le monde entier. Donc c'est comme ça que la gauche et la droite se sont étendus et sont devenus des concepts politiques universels. Alors en Russie, par exemple, on dit, il y a pas cette histoire de révolution avec la droite et la gauche. Pourtant, on emploie les termes gauche et droite. C'est-à-dire, si vous prenez le mot gauche et le mot droite et vous les traduisez en russe, ça va donner quelque chose comme Lévi, je crois, et autre chose. En anglais, ça va être left et right. Donc, donc ça a été traduit dans les différentes langues, et on a calqué la sémantique droite-gauche sur la sémantique française. Donc, c'est grâce à la Révolution française que ces concepts de droite et de gauche se sont internationalisés. Donc, je trouve qu'on ne le dit pas assez, c'est pas assez connu. Et je disais qu'il y avait beaucoup de relations entre les pays. Alors, je vais vous donner un exemple. Ben, Trotsky.
euh, Trotsky, qui est à l'origine de ce terme de gauchisme, bah, si vous regardez, il a vécu combien de temps en dehors de son pays. Donc dans son pays, il y a eu des révolutions, il y a eu des antagonismes, il y a eu de la violence. Donc il a dû s'exiler. Il a dû s'exiler, notamment en France et dans d'autres pays. J'ai pas la liste exacte de tous les pays dans lesquels il a dû partir pour justement pour échapper à des répressions politiques ou autres. Donc, vous savez combien de temps Trotsky a passé en dehors de son pays? Eh bien, il a passé 24 ans en dehors de son pays. Donc c'est pas rien. Et il a vécu aussi en France. Donc c'est comme ça que donc il a très bien connu la France, il a très bien connu les intellectuels français. Et donc à cette époque, il y avait on regardait beaucoup dans les autres pays ce qui se passait en fait. Et avec la Révolution française, donc on a regardé beaucoup la France. Et ça a servi de modèle. Et c'est pareil aussi, si vous regardez, il y a un siècle, pas 50 ans, mais il y a un siècle, les gens, bon, éduqués, hein, les gens de la bourgeoisie, bah, ils parlaient plusieurs langues. Hein. Je serais pas étonné si un roi, le Louis XVI par exemple, bah, à mon avis, il parlait couramment anglais, allemand et français. Aujourd'hui, pour trouver quelqu'un qui parle trois langues couramment, alors quand je dis il parlait trois langues, c'est pas c'est pas il baragouinait, hein, il parlait vraiment, hein. Il parlait vraiment les trois langues. C'était pas du mytho, quoi. Et même il y a un siècle, c'est-à-dire vers 1920, ben, les gens instruits, c'était assez courant que bah, ils parlent couramment, hein, couramment plusieurs langues. C'était, si vous voulez, c'était à l'époque, on faisait pas des maths, mais on faisait des langues, quoi. On apprenait des langues et les philosophes, des grands philosophes, étaient capables de parler plusieurs langues. Hein. Nietzsche, par exemple, je serais pas étonné qu'il était capable de parler en anglais et couramment. Freud, par exemple aussi. Je pense que Freud, voilà, c'était en vers 1920, on va dire. Bah, il parlait couramment, il était allemand, il était allemand, il parlait couramment anglais. Einstein, il parlait couramment anglais, il écrit des livres en anglais. Il parlait allemand, je pense qu'il parlait français aussi, il pouvait parler en français. Donc il y avait quand même le monde communiqué, alors c'est vrai par l'intelligentsia, ce qu'on appelle l'intelligentsia, c'est-à-dire les intellectuels, mais ces intellectuels, c'est eux qui faisaient le monde à cette époque. C'est eux qui faisaient le futur de leur nation. Donc, donc pour revenir au gauchisme, ce terme a été a été inventé plutôt par Trotsky, donc par un russe. Donc ça avait vraiment du sens, ça avait vraiment une définition claire à l'époque. C'était pas péjoratif, hein. Ça désignait plus ou moins une tendance radicale, révolutionnaire, une tendance, hein. Je parle bien de tendance, hein. Une tendance révolutionnaire, parce qu'à l'époque, la révolution, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, pour révolutionner, c'est... Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'était plus facile à l'époque de faire des révolutions qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le système est tellement interdépendant, tout le monde dépend de tout le monde, que c'est difficile de faire des révolutions chacun dans son coin. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus normal et beaucoup plus logique, normal, commun et banal, quoi, anodin. Donc à l'époque, le gauchisme, c'était ça. En Russie, c'était pour désigner une gauche à tendance révolutionnaire, à tendance ultra gauche, radicale. À l'époque, c'était pas péjoratif, hein. Ça désignait vraiment des enjeux. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un enjeu. Est-ce que il fallait être de tendance révolutionnaire ou est-ce qu'il fallait savoir faire des compromis, hein? Donc c'est clair ce que je dis. À l'époque, la question se posait, elle était pertinente. Elle était plus pertinente qu'aujourd'hui, où aujourd'hui on a progressé. Faire une révolution, quand on a bien progressé, ça veut dire remettre en cause ben, tout ce qu'il y a de bon, et c'est plus péjoratif. C'est plutôt des... Aujourd'hui, des révolutionnaires, c'est plutôt des complotistes. C'est plutôt des gens qui sont anti-système. Euh, c'est des gens bah, qui sont
sont instrumentalisés, qui se sont un peu écartés du bon chemin. Le bon chemin étant la démocratie, la laïcité, l'humanisme, qui sont des choses, des concepts généraux auxquels on est arrivé grâce à notre histoire, grâce au soubresaut de l'histoire. Et c'est plus difficile aujourd'hui de dire, moi, je suis antidémocratique, quoi. Je vais révolutionner, je suis pour une révolution. Euh, on peut dire à la limite une révolution, je suis plus capitaliste. Ça peut s'entendre. Mais, mais ça ne sera pas une révolution, c'est une révolution peut-être économique, mais une révolution politique, c'est aujourd'hui, ça n'existe plus, c'est plus un enjeu. Alors qu'à l'époque de Trotsky, oui, ça l'était. Donc le gauchisme n'était pas péjoratif. C'était une manière de désigner des positions politiques différentes, des nuances politiques, des nuances qui étaient plus révolutionnaires et des tendances qui étaient plus dans le compromis. Attendez, je reviens tout de suite, hein. Ouais, je suis revenu, désolé, hein. Toujours ce problème de voix, je suis désolé. Euh, voilà. Donc, gauchisme, ça vient de là. Ça vient de Trotsky, donc. Ensuite, ensuite bah, ce terme a évolué, hein. Alors, je vais passer directement à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire, même pas aujourd'hui, je vais prendre la tendance d'aujourd'hui. D'accord. Et sachant que cette tendance, je la remets en cause. Je dis que cette tendance n'est pas bonne. La tendance, donc, quelle est la tendance aujourd'hui pour ce terme gauchiste, pardon, gaucho, c'est d'être une insulte. D'une insulte euh, exclusivement. Juste une insulte. C'est la tendance actuelle, une insulte. C'est-à-dire que ça ne représente pas un enjeu. Quand on dit de quelqu'un qu'il est gauchiste, aujourd'hui, on veut le disqualifier directement. On ne cherche pas à dire, on ne cherche pas à débattre avec lui. On ne cherche pas à savoir s'il faut être gauchiste. Gauchiste, c'est mauvais. Aujourd'hui, le sens de ce terme, c'est juste ça. Mais entre Trotsky, euh, qui à son époque utilisait ce terme avec des enjeux politiques réels, et à l'époque où ce terme représentait vraiment quelque chose pas du tout de péjoratif, et aujourd'hui où ça n'a plus de sens, où c'est juste une insulte, il y a quand même il y a quand même un gouffre, et, euh, et je pense que ça serait une erreur de penser que ce n'est que une insulte. Pour moi, ce n'est pas que une insulte gauchiste. Le problème, c'est que ce côté péjoratif-là, il est vraiment très, très ancré. Gauchiste, gaucho, ça fait un peu penser. Alors, gaucho, ça vient de l'espagnol à l'origine, hein. C'est pas du tout gaucho, comme on pourrait dire un bobo. C'est pas du français, c'est de l'espagnol. Ça vient de l'espagnol, mais c'est devenu français. C'est devenu, si vous voulez, c'est devenu l'équivalent de gauchiste. Avec l'histoire, la linguistique, tout ça. Gaucho et gauchiste, c'est devenu, on les emploie dans les mêmes situations. Euh, donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, non, je sais plus. Euh, ouais, c'est devenu péjoratif. Alors, et extrême gauche, ça veut pas dire grand-chose. Si vous regardez un peu dans, sur ChatGPT ce que veut dire extrême gauche, vous verrez que c'est un peu fade, quoi. C'est un peu fade comme définition par rapport à l'extrême droite. Alors, je disais précédemment que l'extrême droite, bah, au contraire, l'extrême droite il y avait beaucoup de sens qu'on pouvait donner à ce terme d'extrême droite. Et extrême gauche, bah, ça ne veut pas dire grand-chose. Extrême droite, ça peut être une classification politique, tout simplement électorale, une classification pardon, administrative. Vous savez, c'est juste une histoire d'enregistrement. Un parti, quand il veut s'enregistrer euh,
quelque part, pour les sondages, bah, il faut bien le mettre quelque part. Droite, extrême droite, gauche, extrême gauche. Où est-ce qu'on va mettre un parti? Bah, en fait, le problème, c'est que à l'origine, le Rassemblement national, qui est aujourd'hui au niveau électoraliste et au niveau administratif, purement administratif, hein. C'est-à-dire quand vous allez allumer votre télé, vous allez voir, il y a besoin de dire, d'étiqueter tel parti, il est là sur l'échiquier politique, il se place là. Donc le Rassemblement national, il a été classé on le met dans l'extrême droite, mais c'est c'est purement administratif. C'est pas fondé. Chacun peut penser ce qu'il veut, hein. Chacun peut penser que c'est pour des raisons politiques, idéologiques, que c'est fondé de dire que le Rassemblement national est d'extrême droite. J'ai pas dit que ce n'est pas pensable. Je ne dis pas ça. Je dis que actuellement, on a classé, le Conseil d'État, plus exactement, a classé administrativement le Rassemblement national du côté de l'extrême droite. C'est purement administratif. Enfin, eux, leur but n'est pas de faire de l'idéologie. C'est en dehors, ça ne s'inscrit pas du tout dans cette démarche que le Rassemblement national a été classifié dans l'extrême droite. Il y a plusieurs raisons, mais la principale, c'est que le Rassemblement national, avant, c'était le Front national. Et le Front national, lui, peut-être était clairement d'extrême droite. Mais donc, historiquement, le Rassemblement national, qui est un renommage, je crois, hein, je vais quand même vérifier que c'était juste Marine Le Pen qui a renommé Front National en Rassemblement National, ou est-ce qu'elle a créé un autre parti, qui est le Rassemblement National? Je ne crois pas qu'elle ait recréé un autre parti, je crois qu'elle a renommé son parti, Front National en Rassemblement National. Donc je vais pas vérifier, je pense que c'est sûr à 99,99%. Et donc, non, je vais vérifier. Dans ChatGPT tout simplement. Donc, le parti politique, je dicte ce que je suis en train d'écrire. Le parti politique Rassemblement national est-il un renommage? euh, je parle pas très bien, mais bon, je m'exprime pas très bien là pour le coup. Est-il un renommage du FN ou un nouveau parti créé par Marine Le Pen? De toute façon, il va comprendre. Il n'y a pas besoin que je fasse de la littérature, chez GPT, pour me comprendre. Ou un nouveau parti politique créé par Marine Le Pen en l'occurrence. Je suis sûr que c'est un renommage, hein. C'est juste pour être sûr de ne pas dire de bêtises, une bonne fois pour toutes. Sinon, je vais pas dormir tranquille. Le Rassemblement national n'est pas un nouveau parti politique entièrement distinct, créé de toutes pièces par Marine Le Pen, mais la continuation du même parti politique qui était le Front National. Il a été rebaptisé en 2018. Voilà. Donc en fait, c'est bien ce que je disais, donc ça confirme, mais 99,99%. Effectivement, donc pour des raisons historiques, vu que le Front National avant c'était non, que le Rassemblement National c'était avant le Front National et que le Front National c'était Jean-Marie Le Pen, et là, Jean-Marie Le Pen, il avait vraiment des idées euh, d'extrême droite néo-nazie, hein. Je vous conseille de lire ses mémoires, les mémoires de Jean-Marie Le Pen. Je les ai pas lus moi, mais je tiens je tiens de bonnes sources que dans ses mémoires, dans les mémoires qu'il a écrits, euh, autobiographiques, je pense, Jean-Marie Le Pen exprime réellement des idées néo-nazis, contrairement à Marine Le Pen. Alors moi, ce qui est dommage pour Marine Le Pen, c'est qu'elle n'a pas créé son parti. Elle a renommé l'ancien parti qui est de son père, elle a renommé en Rassemblement National. Et c'est dommage, mais bon, je pense qu'elle a fait ça aussi parce que pour des raisons familiales, hein, des raisons intimes. Mais aujourd'hui, ça la dessert parce que historiquement, on met le Rassemblement National dans l'extrême droite. Alors que moi, parce que à l'origine, c'était d'extrême droite. Ça se tient. Ça peut se tenir. Mais, mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait plutôt parler d'ultra-droite ou de droite radicale.
pour parler du RN. Je pense que ça serait beaucoup plus clair et ça permettrait vraiment de clarifier l'échiquier politique en France. Et donc je rappelle que le Conseil d'État n'a pas classé le Rassemblement national pour raison idéologique, comme extrême droite. Il n'a pas classé sur des arguments idéologiques, mais uniquement sur des arguments administratifs et historiques. Voilà. Après, vous avez le droit de croire, de penser que le Front National, que le Rassemblement National est nazi et d'extrême droite. Moi, je ne le pense pas. Mais chacun son avis. Donc, c'est parce que je pense que le RN n'est pas d'extrême droite euh, que qu'il serait plus égalitaire, qu'il serait mieux pour la France, hein, qu'il serait mieux pour dans dans les échanges politiques. Il serait bien, il serait bien de. Alors, idéalement, ça serait d'arrêter de parler d'extrême droite pour le Front National, pour le Rassemblement National. Mais si vous voulez, pour raison de, de pouvoir faire avancer les débats politiques, il me semble qu'il serait sain, je veux dire, SAIN, c'est sain, ça veut dire c'est bon, c'est positif, ça serait constructif de désigner, bah, d'avoir un terme pour la gauche qui véhicule bah, les tendances aussi à l'ultra-gauche, à la gauche radicale. Je pense que ce serait bien d'avoir un terme et bah, qui soit le symétrique de l'extrême droite euh, pour le côté gauche. Je veux dire, ça permettrait aux gens de savoir de quoi ils parlent exactement. Et donc, ça permettrait de faire avancer et de rendre les débats plus clairs qu'ils ne le sont. C'est pour ça que j'ai ouvert ce live. Euh, c'est pour ça que je parle du gauchisme. Et c'est pour ça que je propose ce terme gauchisme. Je propose de réhabiliter ce terme gauchisme. Donc, on va voir comment on pourrait le définir. C'est pas comment on pourrait le définir, c'est comment, en gros, on le définit. Bah, c'est ça. C'est-à-dire le côté péjoratif et tout ça, c'est pas bien clair. Mais en gros, gauchiste, vous avez une bonne appréhension approximative de ce que c'est au niveau politique. Je reviens tout de suite. Excusez-moi, j'ai un petit problème, je dois partir, je reviens dans 30 secondes. Voilà. Donc, bah, excusez-moi, je suis revenu, désolé, hein. Bah, à une époque il y avait un terme, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un terme pour désigner cette partie de la gauche qui n'était pas très catholique, on va dire. Est-ce que vous vous souvenez de ce terme? Je vais un peu interagir, hein. Si dans les commentaires vous pouvez me dire le terme péjoratif qui était associé à une certaine tendance, il y a certaines personnes de la gauche, il n'y a personne. Bah, si tout le monde donne sa langue au chat, je vais le dire. C'est la gauche caviar. À une époque, on parlait de la gauche caviar. Alors la gauche caviar, ben, c'est simplement des personnes qui se disaient de gauche, mais qui n'en avaient que l'odeur, quoi. C'est-à-dire que bah, ils aimaient l'argent, quoi. C'était des gens de gauche qui aimaient l'argent, d'où le terme caviar, parce qu'ils avaient des trains de vie de pacha, tout en se disant de gauche. Donc ça, c'est un des termes péjoratifs qu'on peut classifier de symétrique par rapport à l'extrême droite. Mais la gauche caviar, elle n'a pas duré en fait. Elle n'a pas duré parce que bah, son but n'était pas vraiment de durer. Son but était de surfer sur une tendance politique et sans lendemain. Donc la gauche caviar, on n'en parle plus aujourd'hui vraiment. Euh, mais il reste le gauchisme. Gauchisme, on va maintenant, je vais maintenant tenter de vous argumenter la pertinence de ce terme dans les débats politiques et pourquoi je voudrais que ça soit réhabilité, personnellement.
Et pour ça, ça va se faire naturellement, en fait. Ça va se faire naturellement quand je vais vous expliquer comment je définis la gauche, les gauchistes. Le gauchisme, on va dire le gauchisme. Le gauchisme, c'est quoi? Euh, Bah, c'est tout simplement, exactement, comme dans la définition de Trotsky. Mais à notre époque actuelle. C'est-à-dire que il faut le comprendre. À l'époque de Trotsky, c'était pas péjoratif. Mais maintenant, à notre époque, c'est péjoratif, mais il se définit toujours de la même façon. De la même façon qu'à l'époque en Russie, par Trotsky. C'est-à-dire que le gauchisme, c'est l'idéologie de gauche. C'est-à-dire, c'est la gauche qui est rendue dogmatique. C'est la gauche prise comme un dogme. Donc comme un dogme, c'est quelque chose qui empêche de réfléchir. Donc voilà, et donc qui empêche de réfléchir, et comme tout ce qui empêche de réfléchir, et comme tout ce qui est dogmatique, c'est souvent radical. Donc on peut rajouter dogmatique, radical, ou ultra gauche, on peut dire ultra gauche ou radical, de gauche. Donc c'est, je rappelle, dogmatique, radical et révolutionnaire. Révolutionnaire, c'est pas forcément. À l'époque de Trotsky, c'était vrai. Aujourd'hui, comme je dis, c'est un peu chez certains gauchistes qui sont ultra, qui sont ultra gauchistes. Ouais. Bah, ceux-là, ils sont effectivement révolutionnaires. Mais les gauchistes, c'est pas vraiment, ils sont pas vraiment forcément révolutionnaires. Tout comme l'extrême droite, n'est pas non plus, ne vise pas à faire un putsch, ne vise pas à faire des attentats pour obtenir le pouvoir. Il s'inscrit comme l'extrême droite, elle s'inscrit dans le cadre démocratique, dans le cadre républicain. Donc c'est pas une extrême droite, c'est pas du nazisme. Et ben, le gauchisme, c'est aussi, c'est pas non plus révolutionnaire, pas forcément révolutionnaire. Le gauchisme, ça se définit surtout par le dogme et par la tendance radicale. Alors le dogme, c'est quoi? Le dogme, c'est d'adopter les principes de la gauche, c'est-à-dire la démocratie, c'est-à-dire euh, euh, donc l'humanisme, la démocratie, mais non comme des principes euh, qui visent à l'émancipation de l'humain, mais qui sont à prendre comme une religion. Donc là, le gauchisme, c'est la tendance à dénaturer les valeurs de gauche au service du pouvoir, au service de l'obtention du pouvoir. Donc c'est le renoncement au fondement humanisme, humaniste prétendu de la gauche, c'est le renoncement à ça, au profit du dogme, c'est-à-dire imposé par la force. Pas par la force, parce que force ça peut être, c'est souvent physique, mais c'est surtout, excusez-moi, j'ai été déconcentré par quelque chose. Euh, c'est pas par la force, c'est par la violence. Et pas par la violence physique, par la violence idéologique. Et donc la violence idéologique, on peut trouver beaucoup de moyens de faire ça. On peut trouver bah, la manipulation, on peut manipuler les gens pour leur faire croire à un dogme. On peut utiliser le mensonge, on peut utiliser beaucoup de choses, mais enfin bon, le dogme, on peut utiliser l'endoctrinement, on peut utiliser la haine, on peut utiliser pour imposer un dogme, il n'y a que des choses, il n'y a que des choses mauvaises qui riment avec ça, avec dogme. Enfin, j'espère pour vous que les choses qui sont dogmatiques, elles sont pas, il faut s'en méfier. Voilà. Je dis pas que c'est mal, voilà, parce que je deviendrai moi-même dogmatique, mais je dirais qu'il faut s'en méfier. Voilà, donc le gauchisme, c'est cette tendance à rendre les valeurs de la gauche, non pas des aspirations personnelles, mais des dogmes, tout simplement, euh, des, des préférences, des réflexes, pardon, électoralistes. Par exemple, on peut utiliser souvent, si on reprend la gauche caviar, par exemple.
On va voir comment ça s'emboîte. Et comment on peut définir la gauche caviar comme un gauchisme. Par exemple, la gauche caviar, euh, elle s'est éloignée des valeurs de la gauche, elle a renoncé, euh, elle a renoncé à ses principes de gauche, et elle a utilisé, euh, elle a utilisé la couleur gauche pour se présenter au monde, aux Français, alors que il y avait, dans le fond, il n'y avait pas grand-chose de gauche dans leur, euh, dans leur proposition. Donc le fait de se dire de gauche était une pure étiquette. Et une étiquette, c'est du dogme. D'accord. Une étiquette, c'est du dogme. Ce n'est rien d'autre que du dogme, quelque part. Quand il n'y a que l'étiquette, quand vous utilisez l'étiquette euh, pour vous faire bien voir, alors là, c'est là qu'il y a du dogme. Pareil, je donne un exemple. On dit l'habit ne fait pas de moine. Un prêtre, il est habillé avec son habit de prêtre, d'accord. Quand vous allez vous adresser à lui, vous allez dire mon père, je sais pas quoi. Comment il s'appelait le père qui faisait Emmaüs là. Je sais plus là, le mec Emmaüs là, qui a créé Emmaüs. Vous le voyez dans la rue, vous allez dire bonjour mon père, d'accord. Pourquoi vous l'appelez mon père? Pourquoi vous l'appelez mon père? C'est une étiquette, c'est juste une étiquette. Mais c'est du dogme. Si vous ne croyez pas au christianisme, pourquoi vous l'appelez mon père? C'est purement du dogme. Donc vous voyez, c'est encore plus vicieux que l'extrême droite, parce que l'extrême droite, elle dit son nom. Mais souvent, le gauchisme ne dit pas son nom. Et la gauche caviar, c'était ça. C'était l'étiquette de gauche. Il faut m'appeler. Alors, ils ajoutaient la partie culturelle. Ils disaient que moi, je suis de gauche parce que je favorise la culture. En fait, ça, c'était une façon d'impressionner les gens. Donc ça, c'était de l'autoritarisme, c'était un argument d'autorité. Comme moi, j'ai de la culture, moi, je sais ce qui est bon pour vous, je sais que la gauche, c'est bien, et dogmatiquement, il faut être de gauche. Voilà. Donc ça, c'est du gauchisme. Partout où il y a du dogme, c'est du gauchisme. Du dogme de gauche, tout simplement. Après, c'est très difficile de prouver que c'est dogmatique. Parce que la gauche sait jouer sur les faibles, c'est pas les faibles, elle sait jouer sur les gens qui sont en situation difficile pour, euh, pour pour leur cause personnelle. Et donc, de ce point de vue, le gauchisme est beaucoup plus dangereux que l'extrême droite. L'extrême droite, on peut discuter. On peut sans la violence, l'extrême droite n'est rien. D'accord. Sans la violence verbale et sans la violence physique, l'extrême droite n'est rien. Par contre, le gauchisme, sans violence verbale et sans violence physique, il est très dangereux. Parce que c'est là où on voit les tendances. C'est pour ça qu'on voit que le gauchisme a des tendances révolutionnaires. C'est qu'il se base toujours sur les personnes qui sont en situation difficile. Et les personnes qui sont en situation difficile, en général, ce ne sont pas celles qui veulent que le système reste comme il est. C'est des gens qui ont du ressentiment et qui veulent que tout change. Donc, si vous voulez, on est toujours plus favorable à accepter des arguments d'un faible que la violence venue d'un dominant. D'accord. Donc, on a tendance plus à légitimer des gens qui sont en situation précaire, et c'est là où le gauchisme devient dogmatique, c'est qu'il se concentre sur l'adhésion du plus grand nombre. Donc ça, c'est aussi une tendance au dogmatisme de la gauche. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est du dogmatisme. Parce que gauche devient la défense des plus faibles. Or, ce n'est pas ça la gauche. Ça, c'est du gauchisme. Ce n'est pas de la gauche. La gauche, elle ne se prononce pas en disant, en qualifiant une personne par son statut social ou quoi ou qu'est-ce. La gauche ne dit pas les riches sont moins bien que les pauvres. C'est pas ça la gauche. La gauche, c'est pas du tout ça. La gauche, c'est
si ils disent que les riches, que si tel ou tel riche est moins bien que tel ou tel pauvre, c'est pour telle et telle raison. Voilà. Au plus, la gauche va dire ça. Mais elle ne va pas dire que dans l'absolu, les riches sont moins bien que les pauvres. Mais c'est ce que disent les gauchistes, les gauchos. Et c'est là où on peut dire que quelqu'un est gauchiste. Il y a un autre aspect qui vient aussi de Trotsky et qui est tout à fait pertinent. C'est qu'à l'époque de Trotsky, les gens qui étaient qualifiés de gauchistes, je vous rappelle, c'était pas péjoratif à l'époque, hein, ça répondait à la situation de l'époque, hein. Il ne faut pas faire d'anachronisme, mais à l'époque, c'était des gens qui refusaient le compromis. Les gauchistes sont des gens en Russie, là, à l'époque de Trotsky, bah, qui refusaient le compromis. Et Trotsky était opposé à ça. Lui, il était pour des compromis. Alors que le mouvement de gauche, il y avait un mouvement de gauche qui, lui, était anti-compromis. C'est-à-dire, il voyait les choses plutôt en blanc ou en noir. Donc on voit encore qu'il y a du dogme aussi, on peut rapprocher ça au dogme. Voilà, mais aujourd'hui, c'est resté aussi. Il y a cette tendance au refus des compromis. Par exemple, chez les gauchistes, il y a cette tendance à la diabolisation de son ennemi. On ne fait, quand on est gauchiste, on ne fait pas de compromis avec ses ennemis. Par exemple, et ses ennemis, on les construit nous-mêmes. Les gauchistes construisent eux-mêmes leurs ennemis. C'est-à-dire ils ont besoin de ça pour exister. Et c'est là, vous voyez, où il y a de la violence psychologique. Et chez les gauchistes, il y a beaucoup de violence psychologique. Et c'est comme ça que, par exemple, vous voyez aujourd'hui des gens qui se disent humanistes, qui se disent pour les droits de l'homme, qui se disent euh, pour la démocratie. Il n'y a pas de compromis. Ils refusent le compromis. Il n'y a jamais de compromis. C'est pas qu'ils justifient qu'il n'y a pas de compromis pour telle ou telle ou telle raison. Non. C'est pas ça. C'est que c'est un paradigme. Il n'y a pas de compromis. C'est comme ça. C'est idéologique. C'est dogmatique. Il n'y a pas de raison à ça. Il n'y a pas de raison à ça. C'est des raisons purement personnelles qui leur. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais qui ne peuvent pas se discuter avec ces gens-là. C'est pour ça qu'ils sont dangereux. Parce que tu ne peux pas discuter avec eux. Parce que pour eux, c'est dogmatique. Ils ne vont jamais chercher à justifier pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils font parce que c'est le dogme. Et le dogme, on ne justifie pas. On- Il y a des raisons. Si vous voulez, on pose le dogme et après on dit il y a peut-être des raisons. Alors que la logique, c'est de dire voilà les raisons, voilà ce que je pense, et j'arrive à poser cette hypothèse. Et non pas l'inverse. Je pose cette hypothèse, et après, je laisse le soin aux gens de trouver les raisons qui justifient cette hypothèse. Ça, c'est de la manipulation. Ça, c'est de la violence psychologique. Ça, c'est de la volonté de dominer l'autre. Il n'y a pas à discuter. Si tu veux chercher à discuter de ça, c'est que c'est pas bien. T'es pas mon copain. Vous voyez, donc c'est une tendance qui est extrêmement violente et qui est aussi violente que peut l'être des idéologies qu'on connaît, hein, comme l'extrême droite. Je rappelle que la gauche caviar, ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que la gauche caviar qui a été au pouvoir à un certain moment, elle a, elle a une grande responsabilité dans le foutoir politique qu'on a aujourd'hui. En intégrant, c'est la gauche caviar qui a mis au pouvoir l'extrême droite. Ouais, donc le dogme, il faut toujours faire attention au dogme. Parce qu'à partir du moment où euh, tu bases ta position politique sur le dogme, au bout d'un moment, pour pouvoir t'en sortir, tu vas devoir faire appel à des ennemis, même à tes ennemis, à n'importe qui en fait. Mais en général, c'est tes ennemis. Parce que tes ennemis, ils savent, ils, ils- ils sont craints. Les gauchistes, enfin, on craint ses ennemis, on ne craint pas ses amis.
Donc, quelque part, les, ceux qui se basent leurs idées et leurs actions sur le dogme, quand ils sont mis dos au mur, ils sont obligés de faire appel euh, pour pouvoir continuer à exister, même à leurs pires ennemis. C'est ainsi que François Mitterrand, en mars 1986, pour pouvoir survivre à la droite et pour pouvoir rester au pouvoir en 1986, pour des pures raisons électorales, il a introduit, et écoutez bien, le Front National à l'Assemblée, uniquement pour garder la majorité. Donc on voit que c'est la gauche, l'étiquette de gauche, la gauche caviar, qui a pactisé avec l'extrême droite. Maintenant, Mitterrand était-il de gauche? Pas du tout. Il n'avait rien de gauche. Ni historiquement, ni idéologiquement. C'était de la pure manipulation pour arriver au pouvoir. Parce que François Mitterrand, si vous ne le savez pas, mais il a reçu la Francisque, qui est la récompense du parti de Vichy, des mains de Pétain. C'est Pétain qui a remis la Francisque à François Mitterrand, en tant que membre du gouvernement de Vichy. Et lui, il se disait, après, il y a aussi son grand ami, c'était Gérard Bousquet, c'était Bousquet. Bousquet qui était un collaborateur officiel avec les nazis. Donc c'était le copain de François Mitterrand. Donc François Mitterrand n'avait rien de gauche. Et les gauchistes n'ont rien de gauche. Ils n'ont absolument rien de gauche. Ce qu'ils ont de gauche, c'est juste l'allure, la façon de parler, les intentions, l'étiquette, la belle apparence, mais tout ça fondé sur des dogmes, sur des raisons dogmatiques. Alors ça peut être volontaire, ça peut être involontaire, ça joue pas ça dans, dans la définition. Ça joue pas, ça joue pas vraiment quand tu es vraiment gauchiste. Parce que quand tu es gauchiste, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose d'ancré. C'est vraiment une volonté de dominer. C'est vraiment, il y a derrière une faille quelque part. Il faut qu'il y ait une faille, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait un problème. Il faut qu'il y ait un problème personnel. Hein. Il faut qu'il y ait, c'est pas uniquement un problème d'histoire. Si tu es vraiment gauchiste et si tu es vraiment l'âme de gauchiste, euh, et que tu seras toujours gauchiste et que tu n'es pas capable de dire non à ça, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est qu'il y a quelque chose quelque part que tu veux, euh, que tu veux prouver euh, par des moyens détournés pour t'empêcher d'affronter une certaine réalité quand tu es gauchiste. Voilà. Donc si je résume aujourd'hui ce que c'est être gauchiste, c'est être, en fait, on peut dire que c'est une incohérence, c'est être incohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on est. C'est ça, être gauchiste. L'extrême droite n'est pas gauchiste. L'extrême droite, elle dit qui elle est et pourquoi elle l'est. Et elle l'est vraiment. Mais le gauchiste, il va te dire ce qu'il est, mais il ne l'est pas. Donc la définition de gauchiste, c'est ça. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se... Et c'est la définition commune quand on traite quelqu'un de gauchiste aujourd'hui. Si je vous résume, je vous la fais en bref. En gros, c'est quelqu'un, on dit de quelqu'un que c'est un gauchiste en disant c'est quelqu'un qui dit avoir les valeurs de gauche, mais ne se comporte pas vraiment comme quelqu'un de gauche. Exemple, la gauche caviar. La gauche caviar qui dit qu'elle est de gauche et qui fait une politique de droite. C'est quelqu'un d'incohérent. En gros, gauchiste, aujourd'hui, ça veut dire ça. C'est quelqu'un qui est incohérent dans sa position politique.
Et c'est beaucoup plus difficile à prouver que quelqu'un est incohérent, et c'est pour ça que les gauchistes sont gauchistes, c'est parce que c'est beaucoup plus difficile, c'est ça qui fait leur force, c'est que c'est beaucoup plus difficile à prouver qu'ils ne sont pas ce qu'ils disent que d'attaquer quelqu'un qui met clairement sur la table ses arguments. Le gauchiste, lui, refuse l'argument. Il échappe. Il cherche à échapper à, il cherche à échapper à la critique. Il cherche à échapper à la critique par la séduction. Comme j'ai dit avec la gauche caviar, c'était avec la culture. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut même être la démocratie. Ils vont se faire valoir en disant moi je suis démocrate, moi je suis ceci, moi je suis cela. Mais en fait, c'est pas ce qu'ils disent. C'est pas ce qu'ils sont, pardon. C'est pas ce qu'ils sont dans le fond. Dans le fond, ils sont pas. Dans le fond, ça tombe bien, on parle de démocratie, on parle d'humanisme, ouais, tout le monde aime bien ça, donc ils vont dire ouais, moi je suis ça, moi. Moi je suis ça. Donc en fait, ils comptent sur l'effet de masse. Ils n'ont aucune. Ils n'ont pas les arguments qui touchent les gens, qui touchent véritablement les gens. C'est un discours qui on ressent comme faux. Face à un gauchiste, on sent que c'est pas. Il y a anguille sous roche. C'est jamais conforme à ce que représente vraiment l'étiquette qu'ils ont endossée. Donc la démocratie. Si vous regardez certaines personnes, bah, elles ont critiqué, euh, elles ont critiqué l'islam. C'était important de critiquer l'islam. C'est le plus important, c'est ça qui est prioritaire, c'est pour ça. Et puis, 6 mois après, ben non, en fait, critiquer les religions, j'en ai rien à faire. C'est pas ça qui compte pour moi. Pour moi, ce qui compte, c'est la démocratie. C'est les droits de l'homme. Je m'en fous de critiquer les religions dans l'absolu. Pour moi, ce qui compte, c'est la démocratie, les droits de l'homme. Mais en fait, c'est c'est juste des catalyseurs. Pour les gauchistes, j'irais même plus loin. Il n'y a pas de valeur. Euh, tout ce qu'on appelle valeur, ce sont des catalyseurs d'humains. Ce sont des catalyseurs de l'action humaine. Ce sont des outils pour manipuler les masses. Et c'est aussi comme ça que moi je vois le gauchisme, comme un nihilisme. Je vois aussi le gauchisme comme un nihilisme, c'est-à-dire comme une absence de valeur. Ce qui compte, c'est d'haranguer les foules. Ce qui compte, c'est d'utiliser ce qui est en vogue, ce qui est bien vu, la démocratie, les droits de l'homme, ce qui est hype, vous voyez, ce qui est le progrès, pour catalyser les sentiments humains, pour euh, catalyser, vous savez ce que c'est un catalyseur? C'est ce qui, dans une réaction chimique, permet, un catalyseur dans une réaction chimique, c'est ce qui permet d'augmenter le rendement. Si vous voulez, vous avez deux produits chimiques, vous les mettez en contact, il va avoir une petite réaction. Mais si vous voulez vraiment catalyser la réaction, c'est-à-dire que vous voulez que tous les constituants de la matière chimique A et la matière chimique B soient en contact optimal, vous allez catalyser cette réaction, vous allez utiliser un outil, un objet qui s'appelle un catalyseur, qui va permettre d'augmenter le rendement de la réaction. Eh bien, chez les gauchistes, c'est ça exactement, les idéologies servent à ça. Elles servent à catalyser les sentiments humains. Mais c'est là où ils se trompent en pensant que ça, c'est de l'humanisme. Ça, ce n'est pas de l'humanisme. On peut le faire passer ça pour de l'humanisme très facilement. Si les gens ne sont pas très intelligents. Surtout à des gens qui ne sont pas très intelligents et qui sont naïfs. Parce que les gauchistes, contrairement à l'extrême droite, a besoin de gens naïfs pour exister. Et donc les gens naïfs vont prendre ça pour de l'humanisme. Parce que catalyser les interactions humaines, hein, c'est-à-dire faire que les gens communiquent entre eux, faire que les gens il faut voir comme une réaction chimique entre des gens, entre la droite et la gauche, entre les gens qui s'opposent. Vous voyez ça comme une réaction chimique. Et ben, eux, ils catalysent cette réaction chimique en mettant en avant des valeurs comme euh, bah, les droits de l'homme, tout ça. Mais les droits de l'homme et la démocratie, dans le fond, ça les intéresse pas trop. Ce qui compte,
C'est que les gens se- se- pas se montrent les uns contre les autres, pas forcément, mais que les gens s'affrontent, même de manière saine, hein, s'affrontent de quelque manière que ce soit. Mais que l'important chez les gauchistes, c'est qu'ils ont l'impression d'agir pour quelque chose. Voilà. Ils ont l'impression, ce qui est important pour les gauchistes, c'est qu'ils ont l'impression d'agir pour quelque chose. Mais même en employant des moyens qui sont fallacieux. Donc ils sont capables de vendre, de dire, d'abord ils ne savent pas ce qu'ils pensent. Ils ne savent pas ce qu'ils pensent. Le vrai problème, c'est qu'ils, comme je vous le dis, à la base, il y a un nihilisme. À la base, il y a une absence de valeur. Donc pour faire face à cette absence de valeur qui ne leur permet pas d'évoluer en société de manière normale, ils sont obligés toujours de chercher d'autres moyens d'exister. Et un moyen d'exister, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, c'est l'impression, c'est l'emprise. Et l'emprise, c'est avoir de l'emprise sur la société, c'est faire en sorte d'agir sur le monde. Agir bien ou mal, c'est pas important. Mais c'est d'agir pour le monde. Après que ça va bien ou que ça va mal, ils s'en foutent en fait. C'est plus leur problème. Parce qu'ils n'ont pas de finalité. Ils n'ont pas de valeur. Ils n'ont pas, ils vous font miroiter une finalité. Ils vous font miroiter euh, une finalité, un but à atteindre, la démocratie, les droits de l'homme, surtout l'humanisme. Parce que l'humanisme, ils utilisent beaucoup l'humanisme. Pourquoi? Et en fait, les droits de l'homme et tout ça, ils y croient pas vraiment. Enfin, c'est des outils. C'est pas des finalités. C'est des outils au profit de la recherche de pouvoir. Et l'humanisme, et c'est pour ça que quelqu'un comme Jacques Le Fou insiste beaucoup sur l'humanisme. Pourquoi? Parce que ça ressemble à de l'humanisme. Faire en sorte que les gens communiquent entre eux, échangent, discutent, s'affrontent, interagissent, ça peut passer pour quelque chose qui va dans le sens de l'épanouissement des gens. Mais en fait, c'est pas ça qu'eux recherchent. Eux, ce qu'ils aiment, c'est que ça bouge. Ils aiment que ça bouge. Ils aiment que ça bouge parce qu'ils ont l'impression d'exister quand ça bouge grâce à eux. Et c'est ça le gauchisme. Et c'est en ça que Jack Le Fou et Tony Khan, c'est exactement la même copie, c'est les deux mêmes individus, c'est deux personnes qui sont, selon moi, exactement pareilles, et je pose bien mes mots. Ils ont le même modèle, exactement le même modèle. Tony Khan et Jack Le Fou, c'est exactement ça. Ce sont par définition des gauchistes. Et pas gauchistes dans le sens péjoratif, mais gauchistes dans le sens idéologique. Donc si je résume et on va terminer, il y a dans le gauchisme plusieurs critères. Il y a tout d'abord, je vais rassembler mes esprits sur ce que j'avais dit. Donc d'abord, le dogmatisme. Vous mettez en un dogmatisme, c'est-à-dire qu'on prend les valeurs de manière dogmatique et non pas pour ce qu'elles véhiculent. Pour ce qu'elles véhiculent. Dogmatisme. Ensuite, j'ai dit euh, refus des compromis. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis. Avec son adversaire. Pas de compromis. Ensuite, nihilisme. Ils n'ont. Il y a un vide. Il y a un vide existentiel en eux, que j'appelle le nihilisme. L'absence de valeur, qui amène à la recherche du pouvoir. Et, chez les plus bêtes, l'aspect révolutionnaire. Mais il n'est pas obligatoire. Voilà, j'espère que ça a été à peu près clair. Merci. Je sais que ça va. Vous faites ce que vous voulez. Mais les choses ont été dites. Parce que moi, j'aime surtout, et aussi, j'aime pas qu'on me prenne pour un con. Faut pas me prendre pour un con, me faire passer des vessies pour des lanternes. D'accord? Et je suis très rancunier. Moi, quand on me fait une chose une fois, j'oublie jamais. Ça, c'est un défaut que j'ai. Mais je pense que là, c'était nécessaire de faire ce point sur le gauchisme et le gauchiste. C'est le gauchiste, gauchisme et gaucho. C'était important de faire le point sur ça, parce que ça peut être dangereux. Le gauchisme peut être dangereux. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Il faut savoir que ça existe. Il faut savoir que ça existe. Je vous remercie, mes amis. Je vous dis une bonne journée.